Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la lecture linéaire du prologue de l'œuvre de Rabelais, à savoir le fameux Gargantua. Alors, durant l'épreuve orale, vous avez donc à restituer pendant 10 minutes à l'examinateur ce qui vous semble le plus pertinent dans l'extrait étudié. Alors, on va commencer par l'introduction et justement savoir quels sont les éléments que vous mettez dans l'introduction. Donc, comme je vous l'indique sur l'écran, vous voyez les différents points que vous devez justement indiquer de façon chronologique pendant cette introduction qui, je vous le rappelle, doit durer à peu près 2 minutes. Lecture expressive comprise. Lecture expressive, je vous rappelle, c'est un petit passage que vous donne au préalable l'examinateur et que vous devez lire de façon, comme le terme l'indique, expressive, c'est-à-dire vous donner la bonne intonation et n'oubliez pas que cette lecture est notée. Alors, petit élément quand même pour vous aider à recontextualiser le passage. Il faut savoir que nous sommes au début du prologue, le prologue étant le discours introductif qui permet d'expliquer les intentions de l'auteur vis-à-vis de son lecteur. Ici, il s'agit pour Rabelais d'établir un premier contact avec son lecteur et surtout de lui expliquer ses intentions. Alors, il est bon quand même, avant d'étudier le texte en tant que tel, de revenir un petit peu en arrière, quelques lignes en arrière, pour comprendre ce que a dit précédemment Rabelais et ce qui vous permet de comprendre ensuite le déroulé du texte. Alors juste avant, Rabelais justement a présenté à son lecteur son œuvre en annonçant qu'il y aurait un mélange de sérieux, mais que le sérieux serait ce mélange de sérieux et de rire. Le sérieux serait dans la provocation et le rire dans la réflexion. Et juste avant donc ce passage, Rabelais a construit une succession d'images construites sur des contrastes pour justement ensuite présenter son œuvre. Il va utiliser l'image des silènes. Alors les silènes, c'est des petites boîtes peintes à l'extérieur avec des figures joyeuses, frivoles, mais qui à l'intérieur contiennent des produits très précieux. La deuxième image, c'est celle de Socrate, connu en tant que philosophe de l'Antiquité pour son physique ingrat. Il était pour autant reconnu pour ses qualités exceptionnelles, il incarnait la perfection intellectuelle. Et donc dans une démarche presque didactique, Rabelais fait ces deux parallèles pour quelle raison? Parce qu'il veut montrer par ce détour comment son œuvre, finalement, va être de la même facture que ses silènes ou encore, mieux à l'image de son illustre prédécesseur et que malgré les apparences grossières, finalement, l'œuvre de Rabelais sera elle aussi à lire comme celle de Socrate, des plus sérieuses et des plus instructives pour le lecteur. Donc on voit bien qu'il utilise une mise en abîme pour avancer et commencer à présenter son œuvre en tant que telle. Voilà ce qu'il dit juste avant ce passage, mais il est bon de le rappeler pour que vous compreniez la dynamique. Alors, on va s'intéresser au premier mouvement. Comme vous voyez, je l'ai balisé sur l'écran, donc de c'est pourquoi jusqu'à ne le laisse entendre, pardon. Et donc là, on va zoomer pour justement voir ce que vous avez à retenir d'un point de vue stylistique. Alors, tout d'abord, il y a presque une sorte d'injonction faite au lecteur avec le présent de vérité générale. Il faut ouvrir le livre, comme si il doit appliquer cette règle pour effectuer une lecture pertinente. Il faudra effectivement, pour le lecteur, lire en dépassant les apparences. L'adverbe soigneusement invite à prendre justement ce temps de la réflexion et on voit bien que la longueur de l'adverbe accentue bien cette idée de prendre le temps de déchiffrer ce que cache véritablement l'œuvre. Les termes comme par exemple substance, valeur, boîte montrent bien que la richesse de l'ouvrage est singulière puisqu'il y a comme une sorte d'antithèse qui oppose le contenant et le contenu du livre, donc la boîte qui est banale et puis l'idée de la substance et de la valeur qui met en évidence la qualité de ce qui va être déroulé tout au long des pages. L'adjectif d'ailleurs frivole suggère un récit léger mais qui va dépasser le simple rire. Et donc on voit bien que dans ce mouvement, il y a cette idée déjà de bien présenter, comme on l'a évoqué précédemment avec les images des Silènes et de Socrate, l'idée qu'il y a une singularité vraiment particulière dans l'œuvre de Rabelais. On arrive au deuxième, la suite du mouvement, de à supposer jusqu'à plaisanterie, où on voit bien ici dans ce passage que Rabelais poursuit sa démonstration et continue d'avancer des arguments pour convaincre le lecteur afin qu'il rentre définitivement dans son œuvre. Alors pour ce faire, il va avoir recours à quelque part le principe de la persuasion. Il va essayer de
de séduire son lecteur en utilisant une comparaison justement avec le chant des sirènes, qui renvoie à la séduction, à la manipulation. Qu'est-ce que veut dire par là Rabelais? Bah, justement qu'il faut rejeter ce modèle de lecture léger, et en apparence qui invite simplement à séduire, par la facilité. Ici, il ne faut pas justement, pour Rabelais, se faciliter, se contenter de l'aspect, léger et joyeux. Il affirme donc ici qu'il faut adopter un mode de lecture sérieux et on voit bien que la nouvelle injonction passe d'ailleurs par la réapparition, du pronom «vous», ce que vous pensiez, par esprit de plaisanterie, comme pour montrer ici, qu'il s'adresse directement. Il y a une sorte de dialogue avec son lecteur, ce qui fait d'ailleurs la spécificité de ce prologue. À plus haut sens, l'expression «à plus haut sens» invite justement à cette réflexion et on voit bien dès à présent que Rabelais, ici délivre une sorte de mode d'emploi pour découvrir son roman. Il faut aller au-delà de la simple lecture, distrayante et amusante. Donc voilà ce que dit ce passage dans un premier temps, dépasser les apparences et on remarque, ici, qu'on a aussi une référence au chant des sirènes, donc à Homère, l'Odyssée d'Homère, le chant 12 plus particulièrement, comme pour montrer aussi un petit clin d'œil à, ses connaissances en bon humaniste de son passé littéraire. Donc on voit bien ici cette démarche, didactique, hein, on informe, mais aussi on guide le lecteur vers la bonne lecture que l'on espère. On arrive au mouvement, suivant qui commence à «N'avez-vous jamais débouché une bouteille?» On va s'arrêter à la philosophie du monde, pour prendre le temps de zoomer encore une fois d'un point de vue stylistique sur ce passage. Alors ici, on voit qu'on a une suite de questions rhétoriques qui viennent donner un nouveau rythme, au texte et qui a pour but de maintenir bien sûr l'attention du lecteur. Et de façon habile, Rabelais ici introduit de nouvelles images qui ont pour but, de marquer bien sûr les esprits. On a d'ailleurs une réorientation inattendue du texte avec, ce décalage et ce qui prête à sourire puisqu'il va introduire l'image du chien. N'avez-vous jamais vu un chien tombant sur un os à moelle? Image à laquelle va être aussi associée une référence des plus sérieuses, celle du philosophe antique Platon, qui va servir comme argument d'autorité et conforter le côté sérieux à venir de l'œuvre. C'est aussi, encore une fois, après, l'Odyssée d'Homère, un petit clin d'œil à sa culture, en tant qu'humaniste qui renvoie au passé, à cette, grandeur antique. Alors à cela, il y a une image, quelque peu donc burlesque du chien avec son os. C'est une métaphore assez étonnante puisqu'en fait le lecteur est ici présenté comme le double du chien. C'est une image déroutante, amusante et qui par la tournure superlative, la bête la plus philosophe du monde, est quelque part flatteuse et valorisante, hein. Comme, dans cet acte de lecture, il y a une dimension, de sagesse acquise, le lecteur va être comme ce chien qui va tomber sur son os à moelle, qui va dévorer justement la lecture et qui va en retirer toute une forme de sagesse, hein, par le terme la plus philosophe du monde. Après cette introduction justement de l'image, du chien, on va voir que d'ailleurs cette image va être filée, par la suite. On aboutit au mouvement suivant de «si vous l'avez vu» jusqu'à l'usage, des parties du corps. Dans ce passage-là, on voit que, la suite, hein, du texte a pour but de mettre en scène le chien pour qu'il parle davantage au lecteur. Et vous avez ici un passage, très visuel. Vous avez une succession de verbes au présent, de l'indicatif, hein. On a comme une idée que en fait, tous ces verbes, donc vous les voyez, hein, de couleurs différentes, sur l'écran. Ces verbes suggèrent presque et miment les actions du chien et les compléments circonstanciels de manière, introduits par l'anaphore «avec elle», renforcent cette impression presque d'une scénette, qui, se met petit à petit en place pour, convaincre davantage, le lecteur. Et puis vous voyez aussi dans ce passage une
2e série de questions qui relance, de nouveau le lecteur, comme pour l'impliquer justement dans la future aventure du livre et il exige à travers ces questions, qu'est-ce que montre Rabelais? Il exige de lui un véritable travail d'interprétation centré, on voit bien, sur l'image de la moelle. L'objectif apparaît à ce moment-là clairement. Grâce à la moelle, le lecteur va se nourrir d'une part, mais d'autre part, il va grandir intellectuellement. Et au même titre que Platon, Rabelais se réfère ici à un autre argument d'autorité, le fameux Claude Galien, qui était un médecin grec de l'Antiquité et qui était reconnu pour justement avoir soigné plusieurs empereurs et surtout reconnu pour s'appuyer systématiquement sur sa raison et son expérience, comme lui il l'appelait, ses fameuses deux jambes. Donc là, on voit bien que sa démarche est toujours la même. On s'appuie sur des arguments, encore une fois, d'autorité pour convaincre définitivement le lecteur. Donc on voit bien les intentions de Rabelais qui, se confirment, au fur et à mesure du texte et on arrive au passage de suivons cet exemple jusqu'à économique, où on voit bien ici que, cette fois-ci, Rabelais va créer une sorte de pacte de lecture avec son lecteur en faisant l'éloge de son œuvre basée sur le rire et le savoir qui vont être indissociables. Et on voit bien ici que la métaphore du chien est filée et revient à nouveau pour désigner le lecteur. Le futur de l'indicatif vous devrez montre combien Rabelais sollicite fortement le lecteur à avoir un comportement exemplaire pour que la lecture permette d'aller au cœur du texte, pour grandir moralement. On en arrive à la fameuse expression célébrissime rompre l'os et sucer la substantifique moelle. On voit bien que on a ici une métaphore où l'os renvoie au livre, le contenant, et la substantifique moelle renvoie au message délivré par le livre, le contenu. Rabelais donc invite à la curiosité par cette image qui est suggérée aussi par les infinitifs, renifler, sentir, juger. Les adjectifs comme beau, haute graisse renforcent cette idée de trouver la qualité du message au-delà des apparences. Alors, ce qu'on pourrait aussi noter, c'est que dans ce passage, et c'est pour la raison pour laquelle je vous l'ai mis en noir, suivant puis quart, on remarque, par ces éléments que l'organisation est extrêmement rigoureuse. Cela montre comment Rabelais guide le lecteur, crée ce fameux pacte de lecture et l'invite progressivement à rentrer dans cet ouvrage sérieux pardon, qui est Gargantua. Et le groupe ternaire qui clôt le passage, religion, politique, économique, montre bien et annonce combien l'œuvre se voudra sérieuse, puisque la promesse de Rabelais, c'est d'aborder des sujets extrêmement importants. Donc il confirme par ces 3 termes qui clôt le passage, que l'œuvre va être extrêmement de qualité et va permettre au lecteur de s'enrichir aussi bien moralement qu'intellectuellement. Donc on voit bien par, ce prologue que l'on a un véritable discours explicatif de la part de Rabelais. Il est dans une démarche constructive, didactique, qui permet justement de séduire le lecteur, mais surtout de l'informer de la qualité hautement sérieuse que va avoir son récit et son roman, même s'il va passer par des images, des métaphores et des fameux géants comme Gargantua et ses parents. Donc en conclusion, qui est assez rapide, à peu près 1 minute, vous rappellerez le projet de lecture qui consiste à montrer en quoi ce prologue élabore une sorte de projet de lecture avec le futur lecteur de l'œuvre. Vous rappellerez les caractéristiques majeures. Vous pouvez par exemple centrer sur cette métaphore du chien et bien sûr de l'os. Et puis, n'oubliez pas qu'en conclusion, vous devez toujours faire une ouverture avec une autre référence. Alors privilégiez un autre passage qui va confirmer justement ce côté à la fois sérieux et distrayant, par exemple, de l'œuvre. Ça peut être un passage que vous avez étudié pendant l'année. Vous pouvez faire aussi un clin d'œil avec une autre référence qui est par exemple celle d'un autre auteur qui va puiser dans l'héritage de Rabelais. Mais l'important, c'est de ne pas oublier cette référence en guise d'ouverture à votre exposé. Voilà, donc prenez le temps de réécouter bien sûr cette présentation pour bien, marquer aussi vos, différentes, enfin élaborer vos différentes fiches de révision et puis, je vous dis donc, à très vite sur Clapotis pour la suite des autres explications linéaires.